Bonjour à tous, bienvenue sur Lift Talk, le premier podcast dédié à l'univers du street lifting et de la force, où nous abordons des sujets tels que la programmation, la nutrition, les méthodes d'entraînement pour résumer tout ce qui peut vous aider à progresser sans limite, que vous soyez débutant ou confirmé. Nous sommes Marco et Victor, coach et compétiteurs dans le milieu du street lifting. Nous suivons des athlètes également en powerlifting. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter lors du podcast et à nous les poster en commentaire. Le podcast est sur toutes les plateformes, que ce soit YouTube, encore Spotify, Deezer, etc. Bonne écoute à vous. Donc bienvenue à tous aujourd'hui pour le 10e épisode de Lift Talk en compagnie de Alexandre 012 Workout. Est-ce que tu peux te présenter, Alexandre, ce que tu fais, ton parcours, voilà, qui tu es? D'abord, merci de me recevoir sur votre podcast en tant que hôte d'un certain podcast aussi. Ça fait plaisir d'être invité pour une fois. Et tu as pris les devants en m'invitant en premier. Donc, vous avez pris les devants. Merci à vous pour ça. Et donc, j'espère que ça va être une discussion intéressante. Donc, pour me présenter, je m'appelle Anthropovski Alexandre. Je dirais avant tout, je suis pratiquant de calisthénie, street lifting depuis 10 ans, plus de 10 ans déjà. Donc, on atteint vite de la bouteille. J'ai 27 ans, je suis coach en calisthénie principalement en ligne. Professeur d'éducation physique, j'ai un master en sciences de la motricité en Belgique, et puis j'ai pas mal d'expérience de coaching en étant en plus élève, donc j'ai travaillé avec Little Beastem pour ceux qui connaissent, avec Stenix, avec maintenant King of Weighted. Bref, j'essaie de prendre un peu d'informations un peu partout. Voilà, je suis un peu un geek de l'information en calisthénie. Et voilà, donc je dirais ça fait 3 ans que je fais du coaching en ligne. Et je suis aussi hôte du Calisthenics Science podcast avec Morgane Nutrition. Donc pour ceux qui connaissent un peu le milieu du podcast francophone en calisthénie et street lifting, on était, je pense, les premiers. Même maintenant, vous nous avez dépassé en vous spécialisant dans le street lifting et en proposant un contenu de qualité. Donc j'avais écouté vos premiers podcasts et donc c'est un honneur d'être ici avec vous. Merci. Victor, tu avais une question à lui poser concernant ses objectifs, etc. Eh ben absolument, donc j'ai cru comprendre que tu t'étais mis pas mal au street lifting à un moment. Je sais pas ce qu'il en est encore, si tu fais toujours, si t'inclus toujours du street lifting dans tes programmations en ce moment. Yes, je dirais, si je devais décrire ma pratique, c'est un peu la combinaison des éléments de calisthénie, donc principalement front lever, planche, handstand push-up et street lifting. Donc j'essaie vraiment d'allier les deux. Ça fait longtemps que je pratique les deux. Après, il y a eu des approches pas très fluctuantes et des approches un peu plus fluctuantes aussi. Des phases de plus de spécialisation dans une discipline et dans une autre. Et maintenant, avec le temps, j'essaie vraiment d'avoir une approche un peu synergique sur les deux parties. Et j'ai eu l'occasion de pratiquer un peu, de me spécialiser de temps à autre pour notamment effectuer une compétition. Et donc parfois j'alterne avec des phases où je mets un peu plus des éléments en maintenance et en me concentrant un peu plus sur d'autres. Mais si je devais vraiment décrire ma pratique et mon approche, c'est un peu travailler sur les trois skills, vraiment planche, front lever, handstand push-up, et les 3 mouvements de street lifting en travaillant pas trop le muscle-up, quoi. Vraiment, c'est plus traction, dips, squat et les 3 mouvements, les trois skills, je dirais. Et d'ailleurs, Okay, pourquoi tu mets de côté, je crois que je t'avais déjà posé cette question-là en plus en privé, mais il y a un petit moment. Pourquoi tu mets de côté plus le muscle-up? Tu peux nous expliquer un peu? C'est surtout parce que je m'estimais pas spécialement assez fort sur ce mouvement, enfin, sur la traction notamment, et que j'estimais qu'il fallait avoir un peu plus de base pour, on va dire, avoir un muscle-up un peu plus décent, et que vu qu'il y avait déjà un gros travail de front lever aussi,
c'était en rajouter encore une pierre en plus, et puis c'est pas non plus un mouvement que j'affectionnais particulièrement, quoi. Donc c'est surtout en termes de préférence. Donc je préfère un front lever, je préfère une traction, et voilà. Donc j'estimais que mon potentiel en traction n'était pas assez haut pour le muscle up. Et d'ailleurs il est toujours pas assez. Mais... Tu vas bien t'entendre avec Victor du coup. Ouais, j'ai cru comprendre que vous ne pratiquiez pas tellement le muscle up. Enfin, peut-être toi un Ah peu bah, plus, Marco. Ouais. lui, Marco, est un peu plus quand même, ouais. Il a eu plus l'occasion de s'y entraîner que moi, ouais. Ok. Et Victor, t'avais pas d'autres questions un peu plus Si, poussées? bah, Ouais. déjà, c'est intéressant parce que tu as mis en avant plusieurs trucs. Donc, déjà, je pense que c'est quelque chose qui est très intéressant parce que beaucoup de mecs qui viennent du street lifting, tu as des gars qui sont complètement novices, qui viennent plus ou moins de la muscu et qui se mettent au street. Donc, ça, ils se représenteront un petit peu moins ce que tu fais. Mais tu as beaucoup de mecs qui se mettent au street lifting qui ont une pratique de calisthénie, que ce soit du statique ou après, même après du set and rep sur les mouvements de street, traction dips, etc. Ce qui a été aussi, je pense, un peu ton cas. Généralement, c'est le parcours un peu, on va dire, traditionnel. Donc, c'est intéressant parce que ça permet de se rendre compte, ce que tu as dit, que souvent, ok, yes, il y a des interférences entre une pratique et une autre, mais c'est pas mal dans la vibe hybride athlète qu'on retrouve de plus en plus, pas mal aussi avec du street et du power, de cette idée de, il y a aussi il y a des trucs qui vont être interconnectés, et du coup, la pratique de l'un peut, si c'est pas trop mal fait, dans une certaine mesure, aider au développement des qualités de l'autre. Donc ça, après, c'est toujours, voilà, à remettre dans certains contextes. On peut pas faire tout à très très haut niveau, mais il faut aussi pas trop se limiter en pensant full interférence. Ok, si tu sais, vraiment les mecs qui sont extrémistes, mais en mode si je rajoute une série de front lever, ça va me cramer pour faire mes tractions le lendemain, admettons, et je vais être niqué et ça va pas bien se passer, etc. Alors que, bah, il y a cette logique aussi de ça peut être une assistance pour ça, donc il y a aussi cet intérêt-là, donc ça c'est pas mal, et c'est ça que je me demandais, c'est toi un peu, bah, comment tu mets en place au sein d'une semaine là, en ce moment, par exemple, tes entraînements pour essayer de combiner un petit peu les objectifs que tu as là, que tu nous as décrits. Yes. Je te rejoins avant tout d'abord. Tu as d'abord parlé de cet aspect de transfert. Euh, donc, ce qui est intéressant d'analyser, c'est un peu de quoi est-ce qu'on a besoin finalement pour nos skills ou quels sont les mouvements que nos skills vont solliciter. Donc, par exemple, le front lever, c'est une extension d'épaule avec un travail principalement du grand dorsal, de rétraction. Et on se rend compte finalement que la traction, on réalise vraiment le même et de manière plus mesurable. Et si on analyse pas mal de statistiques, on se rend compte qu'il y a quand même intérêt à avoir un minimum de force sur la traction pour pouvoir réaliser le front lever. Et en plus, c'est une variante à l'entraînement de tirage, et donc ça nous permet de travailler un peu plus sur différentes facettes, et que travailler que sur du front lever, c'est un peu se limiter, je pense. Même si vraiment, si l'objectif ultime est le front lever, il y aura un travail plus prédominant dessus, mais il y aurait plus intérêt à quand même inclure des tractions qui seront plus mesurables et qui seront parfois plus pertinentes pour développer le grand dorsal et certains patterns. Et on pourrait presque dire la même chose pour la planche, par exemple. Pour la planche, qu'est-ce qu'il faut? Il faut une dépression, il faut une protraction et il faut une flexion d'épaule. Le dip, ça fait quoi? Voilà. Et c'est plus mesurable. Donc après, on pourrait aussi considérer qu'il y a des exercices qui seront peut-être un peu plus pertinents pour le développement de l'épaule que le dips. Mais de nouveau, il y a un bon transfert. Maintenant, est-ce qu'il y a un bon transfert des skills vers le street lifting? Je pense qu'il est peut-être un peu moindre, mais il est sans doute présent. Et un truc qu'on observe aussi, c'est que les personnes qui sont fortes en skill, en fait, sont souvent fortes en street lifting parce qu'elles ont déjà des bonnes insertions ou des bons bras de levier. Ils sont forts en skill parce qu'il y a des raisons, quoi, parce qu'ils ont déjà, on va dire, des leviers favorables. Ils ont peut-être des jambes plus courtes en planche et donc ils auront un bon squat rapidement. Ils ont peut-être des bonnes insertions pour le front lever, par exemple. Je trouve qu'il y a une bonne corrélation entre ceux qui ont des front lever et des bons muscle-up. On voit qu'au niveau de la trajectoire, la rétropulsion d'épaule, la proximité à la barre, je pense qu'il y a un bon transfert entre les deux, l'air de rien, même si en lesté avec le momentum et tout, et la Ouais. technique, c'est un peu différent. Mais voilà, je pense que cet effet de transfert, il est clairement là, et même pour quelqu'un qui veut se spécialiser dans les skills, il aurait intérêt à faire un minimum de street lifting.
Mais maintenant, pour quelqu'un qui veut se spécialiser en street lifting, je pense pas qu'il aurait intérêt à faire un peu de skill, à part pour se marrer. Et c'est vrai qu'on observe quand même beaucoup que ça peut être un peu redondant de faire que du street lifting, et pour avoir une approche un peu plus motivante, c'est là où même mettre un peu de skill, ça va finalement pas manger trop de pain. Ça va quand même nous laisser l'occasion de bien progresser en street lifting et de s'amuser quand même sur le côté, même si le développement de certains skills peut prendre beaucoup de temps aussi. Ouais, c'est ça, ouais. Sauf si on est déjà fort grâce au street lifting, ou qu'on a des bons bras de levier, et que finalement il y a des skills qui viennent un peu gratuitement, et ça c'est intéressant, quoi. Donc si on regarde certaines personnes, ils peuvent débloquer le handstand push-ups juste en tenant un peu l'équilibre en force, et le front lever peut venir assez vite si on a une traction au-dessus de son poids de corps. C'est aussi des choses qui arrivent assez rapidement. Bah c'est ça, on remarque pas mal des interconnexions comme ça entre les mouvements. Même je sais que à un moment je me tapais pas mal de délire à faire des front levers comme ça par-ci par-là, en inclure en renfo fin de séance, vraiment par-ci par-là. Et je sais que je tenais, je pense, le plus longtemps que j'avais dû faire, c'était genre de mémoire mais assez vague, c'était genre 13 secondes je pense. Un front assez propre et tout, j'avais filmé, c'est comme ça que je pouvais mesurer vraiment, parce que si tu lances un chrono et que t'arrêtes, alors que moi c'était une vidéo, bon bah là tu peux voir clairement sur le timer quand ça démarre, quand ça finit. Donc je pense, de mémoire, ça devait être 13 secondes, pas trop dégueu. Et c'était il y a, genre, je pense bien 2 ans et demi. Et depuis, tu vois, je me suis mis beaucoup à la pratique du deadlift, du soulevé de terre. Et pareil, tu vois, de manière très contre-intuitive, c'est un truc qui m'a fait exploser mon front lever. Parce que j'avais retesté un front lever comme ça et j'avais tenu 20 secondes. Je pense plus strict que ce que j'avais fait sur les 13 secondes. Pareil, j'avais filmé et tout, j'étais vraiment bien propre. Alors que mon poids de corps avait augmenté et que concrètement, j'avais pas progressé des masses sur les pull-ups, ce genre de trucs. Par contre, mon deadlift, il avait vraiment explosé. Et deadlift, bah, c'est un peu le même principe, tu vois, quand tu es en bas de ton mouvement, quand tu as le buste qui est incliné et que tu viens vraiment créer une grosse force de poussée, que tu essayes de gainer à fond le dos, bah, tu as cette volonté de rapprocher ton bras de ton corps en quelque sorte, de fermer l'angle, de la même manière que ce que tu l'as sur un front lever. Et tu as ce renfort du grand dorsal dans cette position un peu d'isométrie spécifique, ce qui fait que je pense que j'attribue énormément ce progrès sur le front lever au deadlift. Je trouve que le deadlift, c'est un mouvement, de toute façon, de manière générale, qui développe pas mal la force globale, entre guillemets, qui a une bonne rentabilité, même si après, bon, tout est relatif, parce qu'il est aussi très très taxant. Mais c'est vrai que c'est intéressant de voir ces interconnexions que tu peux avoir sur les mouvements, et que ça peut ouvrir un petit peu le champ des possibles en fonction des objectifs, de pas forcément se limiter à fond. Même si, comme tu l'as dit, bon, quand tu vas du street pour développer un petit peu, que tu fais des mouvements de street, pour développer un petit peu ta force en ISO, pour des mouvements de calisthénie, c'est intéressant. Dans l'autre sens, c'est peut-être un peu plus limité. Encore que je me dis, peut-être ça peut avoir un intérêt sur, dans une certaine mesure, sur l'aspect anti-blessure, parce que l'isométrie, c'est assez intéressant, vu que tu as cet effet de, comment dire, de déportation de la force vers les structures passives, les tendons, ligaments, et que du coup, tu as ce renforcement un peu plus de ces structures-là, qui du coup est toujours un facteur limitant sur les mouvements de comp, où on finit toujours par avoir des petites douleurs aux insertions, ce genre de choses. Donc ça peut peut-être avoir un effet prévention de blessure aussi, un peu le travail de la calisthénie pour les mouvements de street, indirectement. Ah, c'est possible, ouais. C'est vrai que ça a du sens dans ces amplitudes en complète, on va dire, sur les articulations. Et ouais, je te rejoins assez bien sur le deadlift. Et je vais prendre l'exemple inverse. Après, j'ai pas des standards aussi hauts que toi, et ça peut être un peu plus commun. Mais voilà, pour quelqu'un qui avait pratiqué quasiment que du front lever, je faisais un peu de traction, peut-être en mode 7 reps à l'époque. Et la première fois que j'ai essayé un deadlift, je l'ai eu à 190. Ah, c'est pas mal, ah, c'est pas mal. En ayant un squat à 100 kg, je crois. Donc, ah oui, en plus. Donc, oui. Tout en dos grâce peut-être au front lever. ouais, potentiellement. Ouais. Et après, peut-être des leviers avantageux, parce que là, pour le coup, c'est vrai que c'est une grosse perf, surtout proportionnellement au squat, et surtout si t'avais pas fait de deadlift avant. Donc là, pour le coup, ouais, c'est quand même très solide. Ouais, ça sous-entend un bon potentiel au deadlift. Ouais, je l'avais pratiqué un peu, après, je n'étais pas monté très haut, mais. Ouais. Parce que, mais mais après, la technique devait être dégueulasse à 190, et puis. Je pense que j'avais des assez longs bras, mais finalement, je sais pas si j'ai des bons leviers là-dessus, mais c'est vrai que je pense que c'était vraiment tout le transfert, enfin tout le travail de dos qui avait payé à l'époque, quoi. Ah bah c'est largement possible en vrai, ouais, t'avais probablement créé un potentiel de force qui devait être intéressant et transférable pour le mouvement, donc ouais, c'est possible.
Toi, je me demandais justement pour rentrer dans le truc un peu plus détail, programmation, ce genre de choses. Toi, tu t'entraînes combien de fois par semaine? Tu répartis un peu comment tes entraînements en fonction de tes objectifs? C'est quoi ta méthode un peu de programmation par rapport à cet aspect-là? Ok, ok. Ouais, je vais essayer d'écrire ma progra ouais, pour répondre à la question. Donc j'essaie de me dire, ok, combien de fois par semaine j'ai besoin de travailler ma planche, mon front lever, ma pompe en handstand, combien de séries est-ce que j'ai besoin. Même chose pour le street lifting. Je pense que j'avais écouté un podcast où vous disiez en général 2 fois par semaine pour les mouvements de street lifting. Et en fait, je vous rejoins clairement là-dessus. C'est souvent une bonne base qui convient, et à la fois même pour les skills. Peut-être que pour les skills, il y a certains moments où on aura peut-être besoin d'une séance en plus. Il y a un aspect quand même technique qui est peut-être un peu plus présent et qui est parfois plus intéressant à augmenter la fréquence, contrairement à certains mouvements street lifting. Et donc à partir de ce moment-là, je répartis un peu et je répartis aussi en fonction d'un groupe musculaire que j'ai envie de travailler pour essayer de limiter aussi les interférences sur les jours d'après et aussi quel skill j'ai envie de mettre en priorité et quel mouvement de street lifting je veux mettre en priorité, finalement un peu comme ça. Et les skills en statique finalement seront pas si fatigants que ça. Ok, Euh, ouais. donc on peut facilement combiner une séance où on va faire des skills et ces mouvements de street lifting sans forcément être fatigué sur la fin. Donc je vais prendre mon exemple pour illustrer, ça sera peut-être plus parlant. Donc en général, moi je mets vraiment en avant, c'est plus la planche et front lever. Et puis c'est plus traction et dips. Et donc par exemple, le lundi, je vais commencer, je vais faire mes skills en premier, planche, front lever. En général, 3, 4, 5 séries, enfin parfois même plus en fonction des cycles. Et il y a des cycles où je vais spécialiser un peu plus le street lifting et des cycles où je vais spécialiser un peu plus les skills. Là, en ce moment, je vais me préparer pour une compétition de street lifting et je vais prendre le Ah, challenge de pratiquer les skills. Enfin, et de ok. maintenir les skills en même temps. Après, je me dis, je me préparer pour une compète, je fais ça sur 4 mois, donc c'est pas encore une grosse prépa. C'était un prix de cours, et donc c'est les championnats de Belgique. Sauf que je me suis pété le pied hier, donc on va voir si je vais Ah y merde! arriver. Je vais y arriver. Après, je vais expliquer ça peut-être. Mais en gros, sur une séance, en gros, je vais faire. Là, peut-être vu que j'ai justement me préparer un peu plus en street lifting, je vais ne faire que 3 séries de planches et de front lever. Ah oui, mais maintenant que je me prépare pour la compète, je fais un peu de muscle up avant. Vu que c'est un mouvement qui est un peu plus explosif, c'est quand même Ouais. plus intéressant de le mettre en premier. Donc en gros, je vais faire une petite gamme montante en muscle up, 3 séries de planches front lever. Ensuite, je vais attaquer les tractions. Et là, je ferai le lundi peut-être une séance plus dos. Donc ça sera quasiment plus traction, un peu de tirage, de rowing. Un truc que j'aime bien faire quand on est plus skill ou hybride, c'est remettre des épaules en plus. Mais sachant que le lendemain, j'ai envie d'être un minimum frais pour faire des dips, je fais que le dos. Le lendemain, je fais plus dips, handstand push-ups. Parfois push si j'ai 4 jours semaine, mais là, c'est du 5 jours. Donc là, je vais faire plus de push. Donc ça sera souvent voilà, une programmation classique en street lifting. Après, il y aura en dips, enfin, voilà, en street lifting, en force, pardon. Donc finalement, les principes sont les mêmes. Hein. C'est toujours un peu des programmations de force. Bien sûr, ouais. Donc il y aura du dips, un peu de renfort au pec, un peu de renfort épaule. Le mercredi, je crois que c'était une séance un peu plus axée jambes avec un petit rappel dos. Donc là, il y a une grosse fréquence dans ce programme-là. Ensuite, il y a un petit jour de repos. Et puis, de nouveau, la séance du lundi, je la répète presque le vendredi, par exemple, en quatrième séance de la semaine. Et après, ça va une séance plus push, type squat, dips, handstand push-ups aussi. Ok, Et donc, ouais. c'est toujours un peu les objectifs un peu secondaires, on va dire, qui sont juste après, et les objectifs principaux qui sont en premier. Ok, Et ouais. ici, vu que je me spécialise un peu plus en street lifting, notamment j'ai réincorporé le muscle up, enfin pour le but pour préparer la compétition. J'ai réincorporé le muscle up en priorité. Et vu que j'ai un gros retard squat, je mets le squat avant. Mais ça m'a valu de me blesser hier justement. Et comment donc tu t'es blessé? Raconte-nous. j'ai justement c'était une des premières fois où je pratiquais le squat avant de faire des handstand push-up. Et du coup, je pratique le squat. Et après, un peu bizarre à rentrer dans les handstand push-up. Et je me sentais un peu différent au niveau du gainage et tout. Après, ça va, je tiens l'équilibre.
Et puis mauvais setup et je tombe en arrière sur une machine, boum, la cheville qui rentre. Et là c'est quand même bien gonflé. Bon après là je dis blessé, ça se trouve c'est aigu j'espère, mais c'est quand même bien gonflé, genre aujourd'hui j'avais du mal à marcher. Ah ouais, donc en fait c'est même pas sur le squat que tu t'es blessé. Ouais, ça. Non, pas du tout, non. C'est voilà, c'est le karma. Et puis j'ai vu aussi que tu avais mis des genouillères là. Ça y est, tu es passé du côté obscur. J'avais déjà mis la ceinture depuis quelques temps. Ah, on dit bien. Bientôt les bandes de poignets. Bah, j'ai déjà des wrist swaps pour que je mets pour les dips et tout, donc ouais, je les ai déjà. Ouais. Après, c'est pas. Je me demande si c'est. Vous me direz si c'est des wrist swaps, qu'on met ce genre de bande aussi pour le power ou pas. Je pense que je vois ce que tu veux dire par là et non, pour le power c'est des bandes un peu plus rigides. Ah, ok. Parce que là c'est les Gore Nation classiques quoi. Ouais, je vois lesquels c'est. Non, c'est un peu différent et du coup ça sert beaucoup plus. Ok. Bah ouais, mais je trouve que c'est parfois bien. Bah, si c'est autorisé en compétition, autant s'autoriser les équipements, puis ça fait un peu plus confortable. Et un truc que je trouve intéressant aussi quand on pratique, par exemple, les skills, c'est peut-être un peu diminuer la fatigue grâce aux équipements, peut-être avoir un peu plus facile, même si finalement on va peut-être mettre un peu plus lourd, donc on va peut-être se fatiguer un peu plus. Mais peut-être dans son cycle, même si on travaille un peu plus, on ressent, on a un RPE peut-être plus faible grâce aux équipements, bah ça va peut-être laisser un peu plus de place pour pratiquer les skills si on a des objectifs là-dedans. Ou alors juste augmenter un peu plus en vue d'une compétition par exemple. C'est ça, ouais. Dans tous les cas, ça te rend plus compétitif, donc si tu veux t'entraîner pour une compétition, autant être à armes égales, parce que les mecs qui feront les meilleurs totaux, ils auront tous les équipements possibles et imaginables, donc faut se donner toutes ses chances, je pense, ça c'est sûr. C'est vrai qu'il y a beaucoup ce débat-là hein, dans le street, on en avait parlé aussi avec Alexis, ça c'est le truc, je pense qu'on pourrait parler avec n'importe quel mec qui a fait du street dans sa vie, c'est est-ce que t'es pour ou contre squat bar basse par rapport au bar out, est-ce que t'es pour ou contre la ceinture versus non-ceinture, etc. Tous ces questionnements-là, pareil, est-ce que tu veux mettre des chaussures de squat avec un talon surélevé ou est-ce que tu veux squatter pieds nus parce qu'à la base on s'entraîne dans la rue, dans la jungle même peut-être, je sais pas, tu vois. Ouais, c'est clair, il y a cet esprit-là. Et encore maintenant ça va mieux, mais avant c'était même ok, moi je touche pas au poids aux haltères quoi, c'est que c'est que basique poids du corps. Maintenant un peu de lesté, ok, mais pas d'haltère quoi, pas de cœur. C'est pas naturel, c'est pas naturel, tu vois. Les haltères c'est pas naturel. Tu vois. Ah, c'est ça. Et là tu nous parlais des championnats de Belgique, ils vont se dérouler toujours dans la salle là, The Beers Cave là, c'est ça? Ben maintenant il est en partenariat avec Jonas et donc ils ont créé la fédération, la BSLC. Je crois qu'ils se sont inspirés avec Zod de la FNSL. Ben, ça fait quand même quelques temps qu'il y avait une petite communication entre eux et donc là ils se sont associés, ils ont fait la fédération de Belgique les Belgian Selecting Championship. Et je sais pas encore l'endroit où ils vont l'organiser. Je crois qu'ils avaient fait déjà une compète en octobre ou non décembre, je dis des bêtises, du côté flamand. Et là, peut-être que ça va se passer au même endroit parce que la salle est peut-être plus grande que à De Beers Cave. Et après, je sais qu'à De Beers Cave, il a déménagé aussi. Et l'an passé, il avait aussi organisé l'événement dans un endroit public, on va dire. C'était cet été et tu y avais participé, hein, c'est ça hein? Ouais, c'est ça, j'avais participé, c'était ma première compétition. À la base, j'étais organisateur avec eux en 2020, avant le confinement. On avait organisé la première compétition comme ça, on avait appelé ça la NPSC, National Power Street Lifting Championship. Et après, il y a De Beers Cave qui ont pris le relais. Moi, je me suis un peu détaché de l'organisation. Et puis, j'ai eu l'occasion d'y participer l'an passé. Et maintenant, avec le côté flamand et Jonas, ils commencent bien à professionnaliser ça. Et donc, ça devient vraiment carré. Ok, ouais, super. Bah, ce qui me permet de faire un peu le parallèle avec la question suivante, c'est comment ça se passe un peu en ce moment au niveau de la Belgique et le street lifting. Est-ce que tu sens qu'il y a vraiment aussi un engouement pour cette pratique? Ouais, complètement.
Je pense que bon, on a du retard sur vous, parce que le niveau en France est quand même énorme. Je pense que c'est quand même des records, enfin, d'un niveau mondial, quoi, finalement. Et en Belgique, voilà, il y a quelques années, il y avait quelques grosses têtes, on va dire. Même moi, j'étais une grosse tête, on va dire, un petit précurseur dans le street lifting, avec Gwendal, Albert. Eux, ils sont bien spécialisés, ils avaient quand même un gros niveau, et donc ils ont pu aller concourir aussi. Enfin, déjà, ouais, ils avaient un peu de visibilité, finalement, puis et puis ouais, j'ai perdu mes idées, mais en gros, ça... en gros, voilà, il y avait eux qui ont rassemblé beaucoup de gens en fait, grâce à la Voilà. compétition qu'on avait organisée en 2020. Je pense qu'on a eu une petite visibilité, puis bah, avec tout le monde qui sur les réseaux, bah, tout le monde qui se met un peu à la force, avec Eric Flag aussi par exemple. Combien de gens, j'observe de plus en plus qui se mettent dans des salles avec des ceintures Eric Flag, faire Ouais, de des ouf. dips lestés, des squats, Ouais, c'est vrai. et alors que bah, je pense que vous êtes aussi des vieux de la vieille, et il y a quelques temps dans les salles commerciales on voyait jamais ça, quoi. Donc maintenant je pense que dans chaque salle commerciale on voit un petit jeune qui a même pas encore fait, il a même pas touché des haltères, qui fait déjà des dips lestés, quoi. Donc je pense que ça, il y a clairement un gros engouement, et voilà, le niveau belge commence quand même à monter de plus en plus, bah, grâce aux compétitions. J'ai vraiment l'impression que c'est bah, enfin peut-être les réseaux plus le fait d'avoir organisé plusieurs compétitions, et qui est quand même des salles qui commencent à se spécialiser là-dedans, quoi. Donc notamment il y a de Berskev, il y a du côté flamand Jonas qui commence à proposer ça. C'est quoi? Euh, C'est la Forge, non? C'est pas ça? Ça, c'est du côté, c'est pas loin de chez moi, justement. La Forge, c'était plus une salle hybride fonctionnelle, mais il y avait Laura et Kenzo qui ont proposé aussi du street lifting. Et je sais qu'ils ont reçu Pauline qui est venue faire un workshop aussi à la Forge. Mais c'est plus une salle hybride fonctionnelle. Mais en gros, ouais, je pense que c'est des petites salles comme ça, indépendantes, des compétitions. La mode qui fait développer énormément le sport à l'échelle de la Belgique, parce que finalement c'est pas énorme, mais le niveau commence à bien évoluer aussi, quoi. Et comment tu Puis l'expliques on peut justement observer cette... bah, des pratiquants qui sortent un peu de nulle part. Ok. Ah, désolé, je t'ai coupé. Je te disais, et comment tu expliquerais, toi, cet engouement pour le street lifting, en fait? Bah, je pense que je dirais que c'est un peu la même chose que pour la force. Ouais, l'expliquer, je sais pas. Vraiment, l'expliquer, c'est que c'est peut-être un aspect plus performance, quoi, que Ouais. tout le monde peut presque s'y mettre, on va dire, enfin, après une certaine base de traction dips. Plus, bah, souvent, ça va toucher des jeunes qui arrivent déjà. Et ouais, c'est vraiment cette recherche de la charge, je dirais, du poids, et qui est plus axée peut-être haut du corps, finalement, qui va peut-être intéresser plus bah, ceux qui ont une petite base de musculation en général seront peut-être un peu plus doués là-dessus, ils auront plus clippé les jambes, mais vont se sentir peut-être un peu plus fort sur les mouvements haut du corps, et donc ils auront envie de charger rapidement, quoi. Et puis c'est peut-être plus, enfin, ouais, peut-être esthétiquement, il y en a qui sont quand même plus impressionnés par des muscle-up et Ouais, c'est lesté et vrai. tout, quoi, que du power. Ouais, c'est vrai. Si on devait comparer les deux. Après. Il y a toujours cet Ouais. aspect un peu, entre guillemets, naturel, tu sais, des mouvements de poids de corps. Du coup, même si tu rajoutes du poids avec, bon, ça reste entre guillemets C'est plus naturel. safe. C'est ça, voilà, tu utilises ton corps dans l'espace, c'est un peu gymnique. Donc ça fait le truc. De toute façon, c'est le truc que tu peux, comme on dit, tu vois, c'est de là que ça vient, mais le truc que tu peux pratiquer dans la rue. Moi, à la base, quand j'avais commencé la muscu, à la base, bah, je faisais dans les parcs en extérieur, et c'était avec des barres de traction, c'était avec des barres de dips. Et t'avais des mecs, quand tu voyais des mecs, je sais pas, tu vois, moi j'avais 13 ans, et t'avais des gars qui avaient 25-26 ans qui t'expliquaient que si t'allais en salle de sport, tu te dopais en fait, tu vois, instantanément en fait. Tu rentrais dans la salle de sport, t'étais dopé du coup. Tu utilisais une haltère, c'était pas naturel, donc il fallait faire ton Ah, ça, sport, c'est il fallait faire excellent, des ça. pompes, des tractions, des dips. Ah oui, oui, oui. Ah ouais, c'est Ah, moi je véridique, me ça. rappelle de ouf de ça. Ah ouais, ouais. Ah Ah bah ouais. bien sûr, ah bien sûr, ah bah oui, oui, oui. C'est que en gros, tu sais, bah c'est les idées gonflettes, machin et tout. C'est en gros, c'est pas du muscle fonctionnel, c'est pas du muscle, Ah oui. c'est pas du muscle, tu vois. Ah C'est oui. visuellement c'est gros, mais c'est pas, voilà, tu vois. Parce que tu utilises des poids extérieurs.
Mais c'est pour ça, je pense qu'il y a aussi peut-être tous ces préjugés-là, même si, bon, c'est sensiblement moins présent. Après, bon, c'est toujours pareil, c'est l'algorithme des réseaux sociaux te présente les trucs que toi tu vas chercher. Donc peut-être que moi, on me montre simplement pas les informations de ce type-là qui me paraissent hyper lointaines maintenant, tu vois, les trucs de gonflette, etc., tous ces mots-là que j'ai l'impression de plus trop entendre maintenant, ou alors de la bouche de gens qui sont, tu sais, les Des darons, des boomers. gens qui Des vont boomers. pratiquer, qui ont un peu peur pour leurs gamins, ce genre de trucs. Des boomers, absolument. Mais ça me fait rire parce que tu sais, à la base, quand je connaissais pas du tout le streetlifting et même un petit peu, on va dire, le powerlifting, bah, la première fois que j'ai vu un truc sur du streetlifting, c'était la vidéo de Morgan de la compète en Belgique. Et je pense que c'était il y a peut-être 3, peut-être 4 ans, je sais plus. Et Là, Troisième. à la c'est base, ton. j'étais. Ouais, c'est ça, ouais. Et j'étais inconnu complètement, le milieu m'était complètement inconnu. Et je me rappelle encore, ça devait être Franzi, je pense, qui avait dû faire une dips aux alentours de 130 kilos. Et moi, je me disais, mais comment ça existe où ça, tu vois? Et c'est comme ça que j'avais découvert vraiment le truc. Et je me dis, tu vois, c'est stylé. Enfin, je sais pas si à cette époque-là, déjà, il y avait des compétitions en France, je pense pas, hein, qui étaient organisées de la même manière dans une salle, avec une organisation qui était quand même assez cool. Je pense que la Belgique est peut-être un peu précurseur là-dessus, Bah, il y finalement. avait les Holds Bar Games, Ouais. déjà, hein. Ouais, il y Ouais, avait mais sur déjà. du street lifting, vraiment? Ouais, C'était pas du set and rep, genre. non. Non, il faisait déjà du street lifting. Ok, d'accord. Ok, stylé. Et il y avait les All Bar Games. Et il n'y avait pas une autre. Ouais, je pense qu'il y avait ouais, les All Bar Games. Ouais. Ok, ouais. Une réflexion que je me disais aussi, c'est que parfois le street lifting, ça attire peut-être tous ceux qui se mettent à la calisthénie, mais qui sont peut-être plus lourds, quoi. Qui sont peut-être plus. Ouais, ouais, Tu c'est vois, vrai. qui sont Et qu'on pas la plus. patience. Et qu'on pas Ouais, la patience qui ont aussi. peut-être moins de patience, mais qui sentent qu'ils ont ouais, plus de perf, tu vois. Ouais, ils essayent un peu des skills, ils se disent, oh, c'est pas pour moi, mais ils arrivent quand même à perf sur le Ouais, c'est ça. basique et ils se lancent Qu'on des dedans, quoi. segments peut-être un peu plus longs et tout, c'est sûr que là, si le gros Marco il essaye de commencer à vouloir nous faire des planches, des front levers et tout, il va vite revenir au street lifting, le bonhomme, je te le dis, moi. Voilà. Avec le travail, tout est possible. Ouais, Ah, ouais. tu parles pour faire des tucks à une jambe au bout d'un an d'entraînement, il va se faire chier, hein. Ouais. Après 10 ans 10 ans pour une planche, c'est parfois c'est le cas. Ah bah ouais, Ouais. oh bah ça m'étonne pas, la planche c'est un mouvement tellement demandeur, c'est très très compliqué, hein. C'est sûr que déjà si tu fais plus d'un 75, je pense que la planche, va falloir être courageux, hein, parce que ça va te prendre du temps, hein. C'est ça. Et en termes de niveau justement en Belgique, est-ce que toi t'as une idée déjà des minima qu'il y aurait dans ta KT à toi? T'as une idée des compétiteurs qui sont face à toi? Ben, tantôt on discutait des minima et là vous aviez dit rien que pour les premiers pas à la FN, Ouais, à la FNSL, je crois que c'était 350 là en 80, je en, crois. en 80 360. c'est 360, ouais c'est ça, 360. 360. 360. Je crois qu'en Belgique, pour déjà presque. Enfin, le minima c'était 300, donc nous pour être qualifiés, on devait faire juste 300. Ok, ouais. Et, en Belgique, dans ma catégorie, niveau minima, ici, si je concours en moins de 4. Je sais qu'en fait, il y a il y en a qui se chevauchent, je sais qu'il y en a des très forts en moins de 70, en moins de 73, Ah oui, oui. en plus de 80. Mais dans ma catégorie en 80, je sais que j'ai peut-être de la chance, enfin, après ça dépend un peu de s'il y en a qui montent ou pas, qui a un peu moins de gars solides, on va dire. Ouais, Euh, donc c'est peut-être pas forcément le meilleur exemple au niveau de la ouais, ouais, Belgique. ouais. Mais je crois que si tu arrives à faire un total de 400, tu peux clairement en faire un top 1, quoi. Donc, Ok. même entre 350 et 400, il y a moyen d'être premier sur le podium. Actuellement, moi je suis à 330, donc voilà, je pense pas forcément faire un podium, mais si j'arrive à faire mieux, je suis content. Donc Bah ouais, carrément. c'est surtout pour ça que je participe aux compètes. Mais je sais que par exemple, je pense que je vais citer Albert qui est en moins de 73. Enfin là, je crois qu'il est à 75, 75 pardon. Il va descendre en dessous en moins de 73. Et je pense, hein, au niveau de ses perfs, qu'il a un muscle up à 25-30, qu'il a une traction à 60, 70 si je dis pas de bêtises, un squat, enfin un dips à 120, 130, donc ça fait, bon, on va dire 200, 130,
Et il a un squat à 200 aussi, donc peut-être 430 en moins de 73. Donc, je dirais ça, c'est peut-être c'est pas mal. peut-être un peu le top en Belgique, au niveau de son total. Il y a Gwendal aussi qui avait fait les championnats du monde, je crois. Ouais, et puis il y a Gwendal dans les poids un peu plus au-dessus, qui arrive à, ouais, à mon avis, il a un plus gros total, mais au niveau du ratio, ça correspond à peu près à Albert. Donc je sais qu'eux, c'est les deux tops, on va dire, qui ils se font la guerre au niveau du ratio. Mais il y en a plein qui sont en train de monter aussi. Donc, il y a Jonas notamment qui explose au niveau du squat et le reste, Dips aussi. Et Sylvain qui est très solide aussi. Donc le niveau monte à vitesse grand V aussi, et on voit aussi des gars qui sortent un peu de nulle part, qui arrivent et qui sont vraiment forts, quoi. Et ça, je l'observe aussi un peu partout dans les salles. J'ai l'occasion d'aller un peu partout aussi. Et on peut voir vraiment qu'il y a des beaux bébés qui sortent, et donc le niveau, il est en train de monter, quoi. Il y a toujours beaucoup de retard sur la France, mais le niveau monte. Ça vient petit à petit. Ouais, c'est ça. La Belgique est quand même beaucoup plus petite que la France, donc forcément il y a moins de talents, même enfin voilà, il y a des talents, mais ils sont moins présents en nombre que la Belgique, ce qui est normal, quoi. Et justement, ça c'est une question que j'avais posée aussi à Alexis, ça serait intéressant de t'y répondre, c'est comment tu vois un peu l'évolution dans les mois, années à venir de cette discipline? Bah, je pense qu'elle va continuer à monter. Je pense qu'il y aura de plus en plus bah, de compétitions, je sais pas, mais peut-être de manière plus régulière ou plus pro, quoi. Donc je pense qu'il y aura un peu plus d'enjeux à la clé des compétitions. Donc, parce qu'avant, par exemple, les compétitions, on arrivait, on donnait 5 euros, on participait, c'était gratuit pour le public. Maintenant, je pense que, enfin, celles qui veulent organiser, notamment, il y a une base de 50 euros à mettre, par exemple, donc il y aura un cash price assez important. Donc rien que ça va peut-être attirer un peu les gens. Puis la visibilité des événements qui va aussi faire qu'il y aura plus de monde. Et voilà, un truc qui est peut-être un peu dommage, c'est peut-être l'accès aux débutants, parce que voilà, on parle déjà de minima à 300, mais c'est pas accessible déjà pour tout le monde. Et encore pire en France, alors que c'était une compétition censée être premier pas. Je me dis, ça serait peut-être intéressant qu'il y ait des compétitions un peu plus locales, comme en CTN Reps par exemple. En CTN Reps, parfois il y a des petites assos ou quoi qui organisent leur propre compétition. Tout le monde vient, et voilà, je sais pas si ça va partir dans cette direction-là, mais qu'il y ait une échelle un peu plus locale, on va dire. Bah après, comme on en parlait avec Alexis, je pense que les minima là ils sont très élevés dans la compète premier pas parce que tout simplement c'est des mecs qui soit ils arrivent un peu tard dans le truc et ils sont vite rendus compte qu'ils avaient un bon niveau parce qu'ils faisaient de la muscu avant, ils faisaient peut-être du bench un peu lourd, de la force par-ci par-là et que ça s'est bien transféré sur leur dips. Ils ont une bonne force sur le tirage, bref ils se sont rendus compte assez vite qu'ils pouvaient être compétitifs dans le truc, ils ont vu qu'il y avait une compète dans le truc qui les faisait kiffer, ils se sont dit bah go, sauf que vu que c'est un truc qui est tellement émergent, bah du coup je sais pas, j'ai envie de te dire quasiment tous les jours, tu peux avoir des mecs qui peuvent être compétitifs dedans et du coup bah c'est vrai que ça fait des premiers pas déjà assez élevés. C'est ce dont on avait parlé déjà avec Marco la dernière fois, c'est que ça serait intéressant de faire des étapes qualificatives pour justement que ces mecs-là, qui ont déjà un niveau quand même assez important, participent à ces épreuves-là pour vraiment ensuite avoir un effet très entonnoir, pour avoir vraiment entre guillemets la crème de la crème qui arrive au championnat de France, que ce soit très compétitif, très spectaculaire, que ça donne vraiment envie à voir, et peut-être que ça se déroule aussi sur une période de temps moins longue parce qu'il y aura moins de personnes, et après d'avoir des compètes annexes hors ces compètes qualificatives au championnat de France pour avoir justement des vrais premiers pas du coup, des vrais premiers pas pour les mecs qui ont un niveau qui leur permet pas d'accéder à ces compétitions dont les minima sont déjà très élevés, quoi. Ou faire aussi combiner justement ce qu'a dit Alex et ce que tu as dit aussi, c'est-à-dire que c'est sélectif au niveau régional par exemple, qui te donneront une qualification pour des compétitions voilà, avec enfin compétition France ou premier pas, etc. Enfin combiner peut-être les deux, mais c'est un truc je pense qui va être mis en place assez rapidement. Donc ouais, Alexandre, toi tu dis
cette mise en place, enfin rendre accessible finalement le sport à plus de personnes, enfin ça me paraît logique, hein, ça contribuerait à son développement. Ok, bah c'est intéressant. Je pense qu'on va passer carrément sur un autre sujet, même enfin sans transition. On avait discuté avec Victor d'un truc qui était intéressant, et c'est l'auto-coaching. Nous, on donnera un peu notre avis ensuite là-dessus, mais toi, qu'est-ce que t'en penses? Toi qui es coach. Bah, je pense qu'on est tous les trois biaisés parce qu'on est tous les trois coachs. Et après, peut-être que, je sais pas si vous avez eu des coachs aussi. De mon côté, en tout cas, je vais d'abord donner mon avis, puis je vais vous demander le vôtre aussi parce que je suis curieux de l'entendre. Donc, de mon côté, voilà, ça fait 10 ans que je m'entraîne, donc je pense que j'ai quand même pas mal l'occasion de m'auto-coacher. Même si à l'époque on n'avait peut-être pas aussi autant de connaissances qu'aujourd'hui, et donc on avait encore beaucoup de choses, on va dire, à expérimenter, et qu'il n'y avait peut-être pas encore beaucoup de coachs qui étaient disponibles pour donner des bons conseils aussi, et que maintenant on peut clairement dire que toutes les infos sont là, mais le fait de se prendre en charge, c'est quand même autre chose. Je pense que l'auto-coaching, c'est pas fait pour tout le monde. Enfin, après, je pense que c'est pas pour rien qu'à haut niveau, tout le monde a un coach aussi. Donc, je pense que passer à un certain niveau, il y a quand même pas mal d'intérêt à se faire coacher. Je pense qu'aussi, il y a une certaine réticence au fait de se faire coacher dans ce sport. Il y a beaucoup de personnes qui pensaient avoir plus de connaissances que les autres aussi, et donc qui voulaient plus tenter de se faire programmer. Il y avait un peu cette question d'ego, j'ai l'impression, surtout du côté francophone, plus qu'à l'international, je sais pas. C'est un truc que j'ai l'impression, parce que voilà, ça fait quand même longtemps que je coach. J'ai eu l'occasion de faire pas mal d'appels aussi avec des gens potentiellement intéressés, et de discuter avec du monde. Mais j'avais l'impression que par rapport à l'étranger, ou par exemple, j'observe les Allemands par exemple, ou les Italiens, ils ont tous quasiment un coach passé un certain niveau. Alors qu'en France, j'ai l'impression que même les meilleurs n'ont pas de coach. Et il y avait un peu cette réticence à se faire coacher. Peut-être aussi parce que dans le street, c'était aussi un sport où on se disait, il n'y a pas d'argent, on fait ça sans matériel, on n'a pas envie d'investir là-dedans. Et plus la question d'ego, je pense que c'est quelque chose que, donc, finalement, il y a beaucoup de personnes qui s'auto-coachent. Et ça ne les a pas forcément empêchés d'atteindre un bon niveau, parce qu'il y a plein de gens très doués aussi. Et il y a des gens qui ont facile à être plus conservateurs, qui arrivent à bien s'autoréguler, qui mettent quand même des programmations assez simples, cohérentes en place. Et donc ça, souvent, c'est ceux qui arrivent assez loin, et on voit pas tous ceux qui arrivent un peu moins loin et qui essaient de s'auto-coacher, qui essayent de faire tout à la fois avec des programmations un peu moins cohérentes, qui vont un peu plus à l'échec, et ça, par exemple, c'était mon cas. Donc c'est pas pour rien que je m'en suis rendu compte. Et donc je pense que même en tant que coach, en ayant beaucoup de connaissances, j'avais toujours tendance à un peu avoir cette question d'ego, à vouloir tenter des choses un peu farfelues, ou alors aussi parfois on pense qu'on sait bien faire les choses, on n'a pas conscience qu'un bon regard extérieur peut nous aider, parce qu'on n'a pas encore eu l'occasion de l'avoir. Et une fois qu'on l'a eu, on se rend compte que c'est vraiment puissant, quoi, en fait, le fait d'avoir quelqu'un qui nous regarde. Et donc, ouais, finalement, je pense que l'auto-coaching, ça peut être bien dans un premier temps pour tester des choses, pour acquérir certaines connaissances. Mais dans tous les cas, c'est prendre plus de temps que nécessaire pour atteindre ces résultats. Donc, je suis convaincu qu'avoir un coach, ça va toujours être plus rapide en termes d'acquisition de connaissances, d'application, et finalement même de progrès, que quand on s'auto-coach. C'est juste l'auto-coaching, c'est bien quand on a le temps et qu'on a envie d'apprendre. Ok. Je pense, voilà, je suis parti un peu dans tous les sens. Ah non, mais moi je trouve que t'as vraiment bien fait le tour. Je sais pas, Victor, est-ce que tu veux prendre la parole en premier ou... Comme tu veux, tu peux y aller si tu te sens, si t'as envie de te lancer, ou si t'as besoin de réfléchir et que je Ah non, pas du tout, justement. Allez, non, fonce. non.
Ouais, bah moi, Alexandre, je suis 100% d'accord avec toi avec tout ce que t'as dit. Et la dernière chose que t'as dit, je trouve que c'est la plus pertinente, c'est le fait de gagner du temps. Euh, Prendre un coach, surtout quand vous débutez ou vous êtes, intermédiaire, ça va vous faire gagner un temps fou sur l'acquisition de la programmation, de la technique. Et donc ça, c'est vraiment le point le plus primordial. Deuxième chose, tu disais aussi le regard extérieur. Ça aussi, c'est hyper important. Et c'est en relation aussi avec l'ego, parce que bon, voilà, le streetlifting et le power, c'est quand même des sports où l'ego rentre vraiment beaucoup en jeu, en compte. Donc ça, je pense que ça rejoint aussi ce que tu as vécu un peu, enfin la difficulté de certains à lâcher prise et à se faire prendre en charge. Donc je disais ouais sur le fait d'être auto-coaché, c'est ça. Vous allez gagner du temps. Vous allez avoir un regard extérieur pertinent. Et puis voilà. Après, c'est ça. T'as deux cas de figure. T'as le débutant où là pour moi la question ne se pose pas. Et puis après, deuxième cas de figure, la personne qui a déjà un peu plus de bouteilles, qui se fera difficilement coacher, enfin qui donnera sa confiance beaucoup plus difficilement. Pour la raison principale, c'est que lui a déjà atteint des très bons résultats tout seul et il se dit bon, si je me fais coacher, je risque de perdre du temps. Voilà, pour qu'on trouve la bonne formule, etc. Il a un peu peur, il est frileux de prendre un coach. Mais encore une fois, même ça, je trouve ça bête parce que sur le long terme, il y aura toujours des bénéfices à prendre un coach. Et après, je t'ai pas posé la question, mais c'est un truc qui pourrait rejoindre. Est-ce que vous trouvez ça bien d'être auto-coaché? C'est aussi combien de temps vous estimez qu'un coaching est pertinent? Ça, c'est une deuxième question qui pourrait être intéressante. Parce que des fois, c'est vrai qu'on peut faire le tour, en fait. On a appris ce qu'on avait appris avec ce coach-là. Et on peut passer... Enfin, on le voit souvent, d'ailleurs, à haut niveau, des athlètes qui changent de coach assez régulièrement, finalement. Donc, voilà. Mais je pense aussi que c'est très français, ce truc-là. Et que dans d'autres pays, c'est un truc qu'on retrouve moins. Et je suis assez d'accord. Je regarde aussi ce qui se fait en Allemagne avec Mika Schulz et tout. Et c'est ce que je constate, quoi. Donc, je sais pas si toi, Victor, je connais déjà ton avis. Mais vas-y, je t'en prie, développe. Non, mais déjà, tu vois, je pense que la simplification, vous avez fait une simplification. Oui, C'est d'admettre que quand tu te fais coacher, tu as certains bénéfices que vous avez énoncés, l'objectivité, le recul, les connaissances. Mais pour moi, en fait, il faut avoir une réflexion de se dire, c'est quoi le mieux? C'est d'être coaché par un coach merdique, ce qui représente, je pense, 99% des gens qui exercent ce métier, ou si toi, tu as des connaissances, bah, de les appliquer à toi-même. Après, la question, c'est est-ce que tu as des connaissances? Donc la question, c'est si j'ai des connaissances, ça vaut peut-être mieux que d'être coaché par un coach de merde. Après, faut tomber sur un bon coach, du coup, si tu cherches à te faire coacher, et avoir donc les bénéfices que vous avez énoncés par rapport à toi, si tu as plus ou moins de connaissances, etc. Donc après, comme vous avez dit, en fonction du niveau que tu as, tu vas avoir des intérêts plus ou moins importants à être coaché. Moi, je pense quand tu es full débutant, c'est pas trop mal d'expérimenter un petit peu par toi-même. Je trouve ça mieux, moi, quand quelqu'un vient me voir, me demande un suivi. J'aime bien que la personne ait eu un minimum d'expérience par elle-même. oui. Ouais, ça, Parce je suis que, d'accord. voilà, tu vois, Mm. ça, tu vois, c'est pas mal. La personne a un minimum de recul, elle a appris à se connaître sur certains trucs. Elle a fait face à certaines problématiques qu'elle peut énoncer. Donc, elle a même eu, elle, en fait, des réflexions par rapport à toutes ces choses-là. Donc, elle peut venir déjà avec des questions, tu vois. Donc, elle a cette logique déjà d'intellectualiser un peu l'activité plutôt que de simplement venir et d'attendre que tu lui dises un petit peu tout, on va dire. Donc, déjà, ça, j'aime bien. Donc, débutant, full débutant, j'aurais tendance à dire expérimente un petit peu. Donc, quand t'es avant intermédiaire à intermédiaire, là, c'est intéressant de te faire coacher. Ensuite, rapidement, en fait, ce qui se passe, je pense, Marco, je pense que tu l'as un peu expérimenté, mais à partir du moment où tu te fais coacher,
Puis même beaucoup de gens que je vois, tu vois, souvent les gens ils viennent me voir et ils me disent ouais j'aimerais prendre 3 mois de suivi pour voir un petit peu comment ça fonctionne, m'aider à débloquer des paliers et tout. Et en fait les gens après tu les as pendant 2 ans parce qu'ils se rendent compte que si tu fais bien ton travail, tu leur apportes un truc qui les rend un peu entre guillemets dépendants parce que tu les rassures. Si tu fais les choses correctement, tu leur apportes assez rapidement les réponses aux problématiques qu'ils rencontrent, que ce soit des petites douleurs, des petites gênes, des problématiques au niveau de la récupération, ce genre de choses. Donc bon, admettons, voilà, tu décides d'arrêter de te faire coacher, c'est possible. Ça peut être intéressant donc de reprendre seul une fois que tu as eu ces premiers bénéfices du coaching, même si souvent c'est un peu difficile de s'en détacher, mais admettons. Et après, c'est vrai que quand tu reviens à assez haut niveau, c'est intéressant à nouveau d'avoir ce recul-là, mais c'est toujours la même chose, c'est à condition que toi-même tu n'aies pas obtenu les informations, parce qu'en fait, tu vois, je me dis, si t'es coach, tu devrais pouvoir avoir ce truc de toi-même te coacher. Si t'es un bon coach pour les autres, tu devrais pouvoir te coacher toi-même. Après, on va me rétorquer, oui, mais le coach et objectif A du recul va pouvoir te dire ce que toi t'as pas envie d'entendre. Mais pour moi c'est pas vrai, tu vois, parce que moi-même j'arrive à me dire ce que j'ai pas envie d'entendre entre guillemets, tu vois. Genre je sais quand m'arrêter dans un bloc parce que moi je m'auto-coach en gros. Voilà. En fait, fallait dire ça dès le départ. Voilà. Salopard. Moi, je me suis toujours auto-coaché. Et je sais très bien que j'ai le recul pour moi de ne pas pousser les blocs au-delà de ce qu'il faudrait parfois, même si je le pourrais, mais que ça casserait l'élan que je veux créer, etc. Et que sur du plus long terme, ce serait contre-productif. Mais c'est sûr que si tu n'as pas ce recul-là, que tu as la logique de périodisation par bloc, que tu sais programmer un petit peu, mais que tu n'as pas ce recul-là, cette objectivité de te dire, ok, là maintenant j'ai fini mon bloc avec de la marge, je vais chercher plus loin pour plus avoir de marge, mais pour faire plus lourd sur la fin de mon bloc. Moi, j'ai une question pour toi, mon gros Vic. C'est Ouais, est-ce que peut-être que je sais pas si par exemple, admettons, en plus je sais que c'est le cas, tu veux préparer les championnats du monde, ok? Et en fait, tu penses pas aussi que ça te libérerait mentalement et que peut-être aussi tu aurais un œil un peu différent qui pourrait t'apporter d'une manière ou d'une autre sur ce que tu fais actuellement? Ouais, mais tu vois, enfin, c'est comme quand tu mets, quand tu rajoutes un exercice dans un programme, quand tu mets une variation plutôt qu'une autre dans un programme, faut que ça réponde à un besoin. S'il n'y a pas le besoin, il n'y a pas de raison de faire une modification, tu vois. S'il y a un besoin, sous-entendu qu'il y a un problème et qu'il y a ce besoin donc de répondre au problème, là oui. Mais si c'est pas le cas, tu vois. C'est ça la vraie question. Pourquoi changer une équipe qui gagne? C'est ce vieux dicton de merde Ouais. tout pété, mais qui en vrai, c'est totalement juste. Si ça fonctionne, si ce que tu fais fonctionne, il y a tellement de gens qui tentent 40 000 trucs et pour qui ça fonctionne pas, et ben pourquoi toi tu Non mais t'emmerderais alors que tu as une recette qui fonctionne à de changer les toute choses, tu vois? façon, le truc de base, c'est que faut vouloir se faire aider. Si tu veux pas te faire aider, te fais pas coacher, en fait, tu vois. Ça, c'est C'est vraiment sûr, voilà, c'est ça. Mais faut être dans c'est la sûr. démarche de vouloir acquérir un œil extérieur, une, voilà, enfin, ouais, c'est ça, en fait. Ouais, mais après, c'est une question de personnalité, tu vois. Mais je Mm. sais que j'ai toujours été hyper autodidacte en général, quelques domaines que ce soit, et que j'ai toujours été hyper, on va dire, je sais pas, individuel à essayer de résoudre les choses par moi-même. Peu importe, tu vois, que ce soit des trucs, je sais pas, d'un point de vue managérial, quand tu veux monter une entreprise, etc., ce genre de choses. Mais en fait, je me rends compte que maintenant, de plus en plus, instantanément, quand je veux avoir des informations dans un nouveau truc, directement, moi, je suis prêt à payer, je suis prêt à me faire aider par quelqu'un parce que j'ai plus le temps d'aller chercher des informations. Mm. Là, j'ai Ah oui. tout le long de, enfin, sur plusieurs années, acquis la capacité de me coacher moi-même, et du coup, je n'ai plus ce besoin-là, mais parce que j'ai pu destiner énormément de mon temps à ça, tu vois. Alors que maintenant, je sais que, comme quand tu arrives dans la vie active, que tu n'es plus étudiant et que tu as beaucoup moins de temps pour toi en quelque sorte, et ben je sais que là, maintenant, c'est pas possible pour toutes les autres activités que je voudrais faire. Donc je me rends compte que, tu vois, moi, je défends pas l'auto-coaching, c'est ce que je disais, tu vois. Certainement que pour 99,999% des cas, c'est pas une bonne solution. Sauf comme j'ai dit, moi je trouve que c'est bien quand t'es vraiment full débutant d'essayer quand même des trucs par toi-même. Mais sinon, dans 99,999% des cas, c'est pas une bonne chose parce que tu vas te cracher, tu vas faire de la merde, tu vas perdre énormément de temps. Mais après, c'est toujours la même chose. Faut que tu te diriges vers un bon coach, faut que tu trouves un bon coach.
Là, il y en a 3 qui sont pas mal, voilà, tu vois, donc forcément, hein. Mais le problème, c'est que on est Il est 3 indécis. et il y a combien de coachs, tu vois? Il y a combien de coachs, moi j'en vois en permanence dans les salles et tout. On me rapporte toujours aussi les gens avec qui je travaille: «Ouais, bah, avant j'avais machin et il me faisait faire ci, il me faisait faire ça» et je dis: «Bah, ouais, bah, il te faisait faire n'importe quoi et écoute, c'est pour ça que t'es venu vers moi et que t'avais plein de soucis quand t'es venu et que maintenant ça va un peu mieux», mais tu vois? Donc c'est toujours ce truc-là, Et, et, c'est et aller est-ce vers que un coach, oui, mais est-ce que ça, c'est une décision qui est figée ou c'est un truc sur lequel tu pourrais revenir? Enfin, c'est un truc qui sur le pourrait fait de se évoluer? faire coacher? Ouais, Sur le fait de se faire coacher? De toute façon, tu sais, tu peux jamais prédire tu sais pas l'avenir, quoi. hein. Ouais, ok. Moi, j'aurais tendance à te dire oui, tu vois, de manière hyper ferme. Mais tu sais, ça se trouve, dans 2 ans, je me ferai coacher et il y aura des gens qui mettront des extraits de ça et après, je te prônerai dans 2 ans le fait de se faire coacher et les gens, ils matcheront les deux trucs. Donc, tu vois, je vais pas te dire que oui, mais parce que ça peut toujours changer, tu sais jamais dans X temps quel truc. Mais comme je t'ai Ok. dit, vis-à-vis de ça, j'aurais tendance à dire que non. Mais dans un contexte extérieur, pour n'importe quel truc, moi je sais que j'ai cette facilité à aller chercher plutôt de l'information plutôt que de me casser la tête à chercher par moi-même, etc. parce que j'ai pas le temps. Donc Ouais, je de la comprends que tu formation. vois, Ouais. ouais, c'est ça. Je comprends qu'on veuille demander directement l'aide à un coach et parce que c'est beaucoup plus simple, tu vois. Tu peux pas chercher à tout comprendre par toi-même si tu as déjà ton taf à côté, tu as déjà ta vie, etc. Tu peux pas te reformer entièrement en fait. Mm. C'est comme si tu te relançais dans des études. Tu vois, je sais pas, t'es boulanger, tu veux faire. C'est comme si tu te relançais pour faire ingénieur, tu vois. Tu vas pas te casser les couilles, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ça. C'est toute une nouvelle science, tout plein de trucs, tout plein de notions à apprendre en fait. C'est énormément de trucs. Et tiens, ça c'est une question qui était pas préparée, mais je vais la poser à Alexandre. Et puis j'aimerais bien avoir ton point de vue aussi là-dessus, Victor, même si j'ai un petit doute sur ce que tu vas dire. Mais et qu'est-ce que tu penses un peu, parce que justement le constat qui est fait, c'est que quand même en streetlifting, les coachs en tant que tels sont assez peu nombreux. Qu'est-ce que tu penses de tous ces athlètes qui se définissent coach, enfin qui se proclament coach? Ouais, c'est vrai qu'il y en a quand même pas mal, il y a une grosse émergence là-dessus. Bon, après, je voulais peut-être rebondir encore une fois avec Vas-y. ce qu'avait dit Victor, et puis je vais rebondir aussi là-dessus. Euh, ouais, tu vois, tu disais que tu avais acquis pas mal d'informations, et je pense que c'est pas forcément ça le problème, parce que les informations sont là, mais parfois c'est surtout le surplus d'informations. Et c'est souvent ça qui perd les gens aussi, finalement. On entend, il y en a un qui va prendre toutes les informations chez quelqu'un, et puis il va voir qu'un autre coach a dit le contraire, et alors que les deux informations sont très pertinentes, mais il va pas savoir comment les appliquer. Toi, tu as peut-être eu l'expérience nécessaire pour le faire, et c'est vrai. Et pour rejoindre aussi, pour répondre un peu à ce que dit Marco, peut-être que vivre l'expérience du coaching et faire confiance à quelqu'un pourrait te changer un peu ton avis là-dessus. Mais après, comme je disais aussi plus tôt, c'est le fait de s'auto-coacher, c'est pas donné à tout le monde. Et je pense que tu fais clairement partie de ceux qui en bénéficient. Après, on s'en rend vraiment compte, enfin, ouais, on se rend vraiment compte de l'impact du coaching quand on le fait, quoi. Bien Euh, sûr. Après, après c'est surtout l'expérience de chacun, l'expérience personnelle, quoi, une fois qu'on a fait ça, qu'on s'en rend compte. Et c'est vrai que maintenant, moi, je réponds à la question de Marco. Bah, c'est vrai que ouais, sur Instagram, on voit tout le monde qui met DM pour coaching, quoi. Donc, dès qu'il y a quelqu'un qui a un petit peu de perf, on sait pas ce qu'il a fait, on sait pas qui l'a coaché, mais on sait que maintenant il coach parce qu'il a mis DM pour coaching. Et voilà, dès qu'il y a un peu de visibilité, dès qu'il y a un minimum de perf, tout le monde se proclame coach. Et ça, à la fois, à la fois peut-être bien, mais en même temps dangereux s'il n'y a pas vraiment enfin, dangereux où ça va faire un peu ça, après, je pense que c'est aussi en coachant qu'on devient un coach, quoi. Donc, c'est surtout ça qui va faire un bon coach. Je pense que c'est l'expérience du nombre de personnes qu'il a eu l'occasion de coacher. Et je pense que les gens qui mettent DM pour coaching devraient au moins avoir eu ce minimum d'expérience avant de le faire. Et peut-être que c'est un peu prématuré pour beaucoup, qu'il n'y a pas eu forcément de science de l'entraînement derrière, qu'il n'y a pas eu forcément
de formation ou qu'eux-mêmes ne se sont pas fait coacher. Je pense que se faire coacher, c'est aussi une bonne manière de devenir coach parce que ça nous apprend un peu tout le système, comment mettre en place un suivi de qualité parce qu'il y a tout ça aussi dans le coaching. C'est pas juste envoie-moi un message sur Insta et puis tu m'envoies tes clips et c'est tout. Il y a comment créer un bon template bien visible, bien pertinent. Et peut-être que voilà, les athlètes qui ont un minimum de niveau qui le font. Et ouais, je pense que ça devrait. Peut-être qu'à l'avenir, ça va se réglementer un peu plus, qu'on va creuser un peu plus derrière, mais je pense, on va dire, c'est positif parce que ça propage, on va dire, un peu les connaissances. En même temps, c'est négatif parce que, voilà, on peut vite, peut-être qu'un débutant va faire confiance à quelqu'un comme ça et qui va lui mettre des choses qui sont pas forcément très cohérentes et ça va amener plus de blessures, de confusion qu'autre chose, quoi. Donc, Ouais, c'est ça, il va transposer un peu ce que ça pratique et C'est souvent ça, les ouais. mecs comme tu dis, c'est des champions, c'est des mecs extrêmement doués et t'as Bidule qui vient qui est complètement débutant qui va être dégoûté quoi de ce qu'il va faire. Moi personnellement, c'est un peu ce que je vois hein, je veux pas je citerai pas de nom mais puis c'est une question un peu compliquée, mais je vois des trucs des fois, c'est n'importe quoi. Enfin, mais des fois des mecs qui ont des perfs monstrueuses. surtout en street lifting aussi, hein, mais en calisthénie, c'est encore plus flagrant. Par exemple, pour un skill, ouais, peut-être, bah, je pense qu'on peut citer des noms parce qu'ils ont quand même déjà fait pas mal décriés et je pense que ça peut valoir le coup euh, de citer un peu ça. Donc, notamment par exemple des e-books tout faits ou quoi. Je vais prendre l'exemple, je pense que voilà, c'est l'exemple des OTZ par exemple, sans un e-book général, un programme planche. Je pense qu'un débutant qui va se mettre là-dessus a très peu de chances de réussir, à part s'il est doué, quoi. Donc quelqu'un qui sera vraiment bien doué génétiquement, qui va réagir positivement à ça, ce qui est peut-être le cas de, allez, peut-être 1% de la population, je dirais, va peut-être atteindre un niveau assez haut, et la plupart des autres personnes vont clairement se blesser, se décourager, vont pas aller très 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 loin, quoi, sans avoir les fondations nécessaires avant, sans avoir cette capacité à tolérer un volume qui est tellement pas du tout, on va dire, evidence-based, science-based, parce que finalement ces recommandations-là sont vraiment pertinentes pour s'appliquer à la majorité des personnes et que beaucoup de coachs risquent de sortir un peu de ces recommandations, d'implémenter des volumes d'entraînement beaucoup trop grands dès le début et ça peut être plus négatif qu'autre chose, quoi. Ouais, c'est sûr. Ah Je ouais, et pense puis après, qu'on... c'est le 1% qui fait la promotion du truc. Ouais, c'est Et ça, du c'est ce coup, qu'on voit, c'est hein. ça qui fait une pub incroyable et qui dit bon, bah la méthode est magnifique, la méthode fonctionne, et après, bah du coup, c'est un cercle vicieux, quoi. Et toi, Ouais. t'en pensais quoi du coup, mon cher Victor? Bah, comment dire, ça renvoie à deux trucs, tu vois. C'est à deux questions qui tournent en permanence. C'est la question de est-ce que le diplôme en quelque sorte fait le coach, tu vois? Est-ce que si tu as un diplôme, bah tu vas être un meilleur coach qu'un mec qui a pas de diplôme? Donc ça, c'est un peu une question compliquée dans le sens où légalement tu dois avoir un diplôme pour exercer, mais tu peux avoir très bien des mecs qui n'ont pas du tout de diplôme qui sont 100 000 fois mieux que des mecs qui ont pas de diplôme. Donc déjà, c'est un peu difficile de faire le tri en disant ouais machin il a sa carte pro, du coup, bon, bah il est coach, donc il peut se permettre de proposer ses services, mais en même temps, est-ce que ça va me permettre de juger si c'est un bon coach ou pas? Pas forcément. Et pour autant, est-ce qu'un mec qui n'a pas de carte pro est nécessairement un mauvais coach? Pas forcément non plus. Et l'autre question aussi qu'on pose fréquemment, une question de philo dans le sport, c'est est-ce qu'il faut avoir un bon niveau pour coacher? Donc c'est vrai que dans les faits, bah, quand tu vois un mec qui a un gros niveau et qui propose des services de coaching, eh ben ça t'encourage, on va dire, à aller vers lui parce que tu te dis si lui il a réussi en appliquant ce qu'il fait pour lui à avoir les perfs qu'il a maintenant,
et ben pourquoi est-ce qu'il pourrait pas le transposer aux autres, etc. Donc généralement ça fait un peu envie. Donc c'est pour ça que c'est assez compliqué de définir. Et là c'est moi qui vais vous poser une question. Comment est-ce que vous feriez, admettons là vous arrivez dans un domaine, donc là nous c'est le sport qui nous intéresse, mais admettons pour que vous fassiez le parallèle, parce que vous savez un peu faire comment dire, vous connaissez les coachs, etc. Vous sauriez peut-être plus déjà vers qui vous tournez ou pas. Mais admettons que vous arrivez dans un domaine dans lequel vous connaissez rien, mais vous souhaitez avoir de l'accompagnement. C'est quoi concrètement, sur quoi vous baseriez en fait pour avoir du coup, dans le cas du coaching, un coach pertinent? Comme si, admettons, vous y connaissez rien, vous savez pas du tout, là tel mec, il propose tel service dans tel truc, etc. Ok. Là, je me dis, je veux me faire coacher, j'y connais rien, quels sont les indices qui vont me permettre de trouver un bon coach? Ok. Ouais, Moi, c'est une grosse question, ça. moi, si Grosse tu veux, question, je peux y répondre, hein. Ça va être très simple. Vas-y, Alors moi, tu vois, ce que je vois beaucoup, c'est le type de personnes là dont je parlais avant, les mecs qui sont des athlètes et qui proposent des services de coaching, ils vont pas te proposer de valeur ajoutée, c'est enfin de connaissances. Ils vont en fait mettre en avant leur performance, mais pas leur connaissance technique. Donc ça, déjà, c'est un truc pour moi qui est rédhibitoire. Si toi sur ton compte je vois que des perfs et que tu m'apportes rien en termes de connaissances, déjà c'est pas vers toi que je vais aller. Même si t'es archi bon, t'es le champion du monde, j'irai jamais vers toi. Donc ça c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est aussi ce que je vais analyser, tout ce que tu propages, s'il y a une cohérence avec ce que tu dis, si c'est vraiment pertinent, si c'est des choses que j'ai déjà vues ailleurs, potentiellement que t'as pompé en fait, qui viennent pas de toi. Enfin, même si en musculation, on sait que voilà, c'est un peu tu sais la roue. Personne n'invente rien. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais en fait, si j'aime aussi que la personne ait son approche, sa personnalité, et si vraiment moi je sens que je colle à tout ça, voilà, j'irai plus vers ce genre de personnes. Je sais pas toi du coup Alexandre, peut-être que tu peux compléter ce que je viens de dire. Je te rejoins assez bien. Et peut-être pour aller un peu dans le sens de Victor, je pense que, allez, inévitablement, on va quand même euh, accorder un minimum d'importance à ce que la personne pratique elle-même. Donc Ouais. voilà, quelqu'un qui pratique un peu ce qu'il raconte. Donc voilà, je pense que ça serait intéressant qu'on voit qu'elle a un minimum de perf, qu'elle partage un minimum ce qu'elle fait. Voilà, Qu'elle soit alignée, ouais. Voilà, après, ça va dépendre un peu d'expérience, mais parce que ça pourrait être toute une expérience passée et que la personne ne pratique plus, on va dire, à l'heure actuelle. Par exemple, quelqu'un un peu plus âgé, mais vu que c'est encore une discipline récente, on n'a pas trop ce recul-là. Mais clairement, je pense qu'il y a quand même ce niveau de compétence qui est minimal. Et ce niveau de connaissance, comme tu dis, qui doit être reflété, et savoir aussi si je sens que la personne peut m'aider. Je pense que c'est ça un peu plus fort, c'est que finalement la plupart des gens qui vont vers un coach, c'est des gens qui ont un problème, et est-ce que cette personne va savoir m'aider à résoudre ce problème? Je pense que c'est vraiment ça la première chose qui devrait aussi me faire prendre un coach, quoi. Ouais, carrément. Ouais, c'est exactement ça. Eh écoutez, on est à 1h07 d'enregistrement, donc c'est vraiment pas mal. Franchement, super podcast. Moi, j'étais ravi de te recevoir, Alexandre, parce qu'en plus de ça fait quand même des années que je te suis sur Instagram, sur aussi YouTube. Je vois que t'es vachement actif sur YouTube. C'est quoi ta chaîne YouTube? C'est 012 Workout, c'est ça? Ouais, c'est bien ça. Okay. À la base, c'était plus YouTube que Insta, mais c'est 012 Workout. Ouais. Ah ouais, t'es en train de basculer plus sur Insta du coup? Je fais les deux. Ah, je vois, t'es bien actif de plus en plus, hein. On essaye. Donc ouais, on peut te retrouver aussi sur ton Instagram du même nom, je suppose, 012 Workout. Ouais, il y a juste Alexandre devant maintenant. Ok, ça marche. Alexandre-012 Workout. Ok, ça marche. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire du podcast, lâchez un like sur YouTube, ça nous aidera. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour le podcast suivant. Salut!
Salut. Salut, Ciao. salut, merci de m'avoir accueilli.